Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Restaurants ou hôtels interdits aux moins de 18 ans, les fameux adultes only, un espace public et souvent urbain de moins en moins adapté. Les enfants seraient-ils de plus en plus invisibles dans l'espace public? On en parle avec nos invités dans quelques instants. Un salon de l'agriculture sous tension, conflit autour de la PAC, respect de la loi Egalim. Quel avenir pour les jeunes agriculteurs en plein mouvement de gronde dans le secteur? On en parle en seconde partie d'émission. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, son invitée est la chanteuse Maëva Fischer. Mais tout de suite, place à l'actualité d'éducation avec Guillaume Blanc. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pour débuter cette information, Europe 1, les groupes de niveau souhaités par Gabriel Attal ne seront pas appliqués dans l'enseignement catholique. Il faut rappeler que l'objectif de cette mesure est de relever les niveaux d'élèves, mais cela nécessite davantage de professeurs. Actuellement, le ministère distribue justement des enveloppes pour que les académies recrutent, mais les établissements privés catholiques semblent avoir été oubliés, ce que déplore Philippe Delorme. Il est secrétaire général de l'enseignement catholique, c'était au micro d'Europe 1. Et on aurait été ravis de pouvoir le faire, des groupes de niveau partout. On regrette vraiment de ne pas pouvoir le faire aujourd'hui. C'est des réformes qui sont annoncées, encore une fois, dont le coût a été sous-évalué. La seule dotation que nous avons correspond à un peu plus de 370 emplois. C'est très très peu. Et nous n'avons pas bénéficié de dotations supplémentaires, contrairement au public. Alors, ces établissements représentent près de 20% des élèves scolarisés en France. L'éducation nationale a fait par ailleurs l'objet, il est bon de le rappeler, d'une politique de réduction des coûts, annoncée notamment la semaine dernière, 690 millions d'euros retirés du budget 2024. À Nîmes, sous fond de trafic de drogue et de 2 fusillades dans un quartier, la quasi-totalité des enseignants d'une école n'est pas retournée en cours ce lundi. Effectivement, 11 enseignants sur les 19 que compte cet établissement sont en arrêt maladie. Cela pourrait durer d'ailleurs tout au long de cette semaine. Seulement 36 élèves sur 250 lundi matin, 49 pour l'après-midi. Alors pour mieux comprendre la situation sur place, je vous propose d'écouter le témoignage de Marie, c'était sur RMC ce matin. Nos collègues de CP revenaient de sortie. Le bus est arrivé à ce moment-là. Donc mes collègues se sont retrouvés à gérer des enfants qui descendaient d'un bus devant l'école et des tirs à proximité. Certaines se sont allongées dans le bus pour éviter des balles perdues, pendant que les autres qui étaient déjà sur le trottoir faisaient rentrer avec précipitation les enfants dans la cour pour les mettre à l'abri. Alors une violence qui ne cesse de croître depuis quelques mois dans le quartier. Toujours Marie au micro d'RMC. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans cette école et on voit cette violence monter crescendo. À chaque événement, c'est de plus en plus grave. À chaque événement, on frôle la catastrophe. On ne se sent pas du tout en sécurité pour nous, pour nos élèves, pour nos familles qui viennent à l'école et qui traversent ces zones dangereuses. La réponse des pouvoirs publics est la suivante, la mise en place de policiers visibles autour de l'école, avant la mise en place de policiers mobiles, mais cela n'est pas assez suffisant et efficace. Les revendications, une nouvelle fois, de cette enseignante. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une force dissuasive qui permette d'éviter ces passages à l'acte. Il faut une police visible déjà pour que ces dealers ne se disent pas qu'ils sont de l'autre côté du quartier, ils peuvent agir vers chez nous. Donc visible et dissuasive, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit armée, cette police, parce que la mairie fait de son mieux et ils sont très réactifs de ce côté-là. Moi, j'ai pas envie non plus que les policiers municipaux qui soient pas armés servent de pare-balles pour nous et pour les enfants. C'est pas le but. Alors le rectorat dans l'urgence avait mis en place des professeurs remplaçants dès lundi. À noter que selon plusieurs sources, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, pourrait se rendre dans ce quartier ce vendredi. Ce sont des images qui ont fait le tour des médias et des réseaux sociaux, celle d'une école primaire en réseau d'éducation prioritaire totalement saccagée. Alors nous sommes dans le Doubs, du côté de Montbéliard, avec l'ensemble des salles de classe qui a été dégradées, fouillées, des placards ouverts, des tables et des chaises renversées, des images qui parlent d'elles-mêmes, issues du compte X, ex-Twitter de France Bleu Besançon. 2 tableaux blancs interactifs ont été entièrement dégradés, ainsi que le système d'alarme incendie. La partie du réfectoire a été saccagée avec des jets de sauce sur le mur, sur le sol. La commune qui évalue notamment les dégâts à près de 30 000 €. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de 5 ou 6 élèves âgés de 10 à 13 ans. À présent, il va falloir expliquer la situation aux autres élèves, ce qui va d'ailleurs être très difficile. Le témoignage de la directrice, justement, Séverine Beuret, au micro de France Bleu Besançon.
On est quand même une école où on a 215 élèves à qui il va falloir expliquer pourquoi leur classe a été dans cet état-là, pourquoi leurs affaires ne sont plus à leur place, pourquoi leur outil de travail, il y a une classe où il y a un tableau qui a été entièrement brisé. C'est des tableaux tout neufs ça vaut très très cher. Alors la rentrée pourrait être reportée. À noter que la commune a porté plainte et aucune interpellation n'a pour l'instant eu lieu. Nous vous emmenons à présent dans le Var, à la Seine-sur-Mer. Un professeur d'EPS a porté plainte à la suite de menaces. Elles ont d'ailleurs été prises très au sérieux par les autorités. L'enseignante a reçu un coup de téléphone en plein week-end sur son numéro personnel. L'auteur lui a laissé un message vocal la menaçant explicitement de, je cite, la découper, l'égorger, la tuer, expliquant entre autres qu'il avait été exclu de l'établissement par sa faute. Lors de son dépôt de plainte, la professeure a expliqué qu'elle soupçonnait fortement un de ses anciens élèves. D'après une source policière, ce jeune homme avait été exclu de son collège, notamment pour avoir menacé de tuer les professeurs et de mettre le feu à l'établissement. Le procureur de la République de Toulon a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les investigations pour identifier l'auteur de ces menaces est toujours en cours. Loïc, votre chroniqueur aussi, notre chroniqueur du Grand JT, avait fait la lumière lundi sur la polémique autour du film CE2, initialement prévu dans les salles le 27 mars prochain. Eh bien, la sortie est finalement repoussée. C'est son producteur qui l'a annoncé, Bruno Pézery. Lorsque nous avions décidé de maintenir cette date, nous espérions que le part soit fait entre les faits reprochés à Jacques Doyon et un film qui est le fruit d'un travail d'une équipe. Nous nous sommes trompés. Il ne nous semble aujourd'hui ni possible ni souhaitable de maintenir cette date de sortie, a-t-il déclaré. Oui, le film a été réalisé par Jacques Doyon, qui est visé par une enquête préliminaire à la suite d'une plainte par l'actrice Judith Godrèche pour viol sur mineur, des faits qui remontent aux années 80, à une période où l'actrice n'avait justement que 15 ans. L'une des comédiennes de ce film, Nora Hamzaoui, s'était d'ailleurs opposée à sa sortie. Elle avait lancé sur Instagram que le maintien de la sortie du film constitue un mépris de la parole des femmes. Ce qui se passe dans le milieu du cinéma et qui, je l'espère, s'étend à d'autres milieux est essentiel et important. C'est la chose à soutenir en priorité. Rappelons que CE2, c'est un film sur le harcèlement scolaire. Il a d'ailleurs plusieurs fois été repoussé depuis 2021. Il avait été aussi présenté à la première dame Brigitte Macron. Merci beaucoup Guillaume. Moi, mioche et méchant, titrait le journal Libération la semaine dernière. Des lieux de plus en plus interdits aux enfants jusqu'aux adultes qui ne se portent de plus en plus mal. Ces jeunes parfois bruyants, envahissants, mais surtout simplement des enfants. L'espace public ainsi que l'opinion serait-elle en train de devenir de plus en plus réfractaire aux plus jeunes? Tout ça sous fond de réarmement démographique. On en parle dans le Grand JT. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir par Skype Emmanuel Piquet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, Emmanuel, merci d'être là. Ainsi que Edith Marouet-Jouls. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe. Merci aussi d'être avec nous sur le Grand JT. Des hôtels réservés aux adultes, des compagnies aériennes qui assurent des vols sans enfants ou encore des restos 100% plus de 18 ans. C'est la nouvelle tendance de la société. Enfin, je dis nouvelle. Est-ce que c'est nouveau d'ailleurs ? Edith. Visiblement, il y en a de plus en plus, en tout cas, qui font cette offre-là, cette offre marketing. Ça veut dire qu'il y a quand même une demande, en effet, d'adultes qui fait l'être de moins en moins présent aux enfants, d'une certaine façon. Est-ce que vous pensez que le confinement, Edith Marouet-Jouls, a joué dans le renfermement, si je puis dire, des enfants à la maison plutôt qu'à l'extérieur ? Je ne sais pas si c'est le confinement qui a joué. En tout cas, l'intolérance, ou en tout cas la difficulté à accepter les enfants dans les espaces à vivre pose beaucoup de questions. Et notamment, peut-être on en parlera, sur la question de la relégation des femmes aussi à l'espace privé. Alors oui, effectivement, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. J'aimerais qu'on les détaille un à un, mais qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette situation ? C'est-à-dire que comment vous expliquez cette tendance de la société, effectivement, à invisibiliser les enfants au profit d'un individualisme, ou en tout cas d'une adultopholie, si je puis dire ? Je ne sais pas, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que on est quand même dans un espèce de paradoxe sociétal, c'est-à-dire que
on a depuis un certain nombre d'années, et on ne peut que s'en féliciter, beaucoup travaillé sur le respect de l'enfant, sur le respect de ses besoins fondamentaux, sur le fait que, voilà, en effet, il fallait se mettre à sa hauteur le plus souvent possible. Et donc, ça a créé des enfants enfin des comportements en tout cas chez les enfants qui sont des comportements qui sont différents de ceux des années 50. C'est-à-dire qu'on a des enfants plus vifs, plus négociateurs, plus vivants, quoi, d'une certaine manière, plus rebelles parfois. Et dans le même temps, donc on a créé ça, et dans le même temps, on veut absolument faire en sorte que ça ne perturbe personne et que ça n'ennuie personne au niveau bruit, par exemple, voilà, ou tranquillité. Donc je pense que là, on est vraiment sur un paradoxe tout à fait problématique, parce que ce paradoxe, il est du coup dans l'esprit de tous les jeunes parents, enfin plutôt les parents de jeunes enfants, moi, que je reçois en consultation, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette espèce d'injonction paradoxale où ils doivent à la fois être très bienveillants, positifs, respectueux, etc., et de l'autre côté très cadrans, limite autoritaires, pour en effet ne pas gêner le reste du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire selon vous, Emmanuel Piquet, de la société? Ça traduit quoi en fait, cette injonction paradoxale dont vous parlez? Moi, je trouve que ce que ça dit un peu, c'est quand même cette tendance qu'on a, et qui, de mon point de vue, est malheureuse, à se recroqueviller de plus en plus à la fois sur soi et à la fois sur son cocon intime, d'une certaine manière. C'est comme si on ne supportait plus que ce qui nous est extrêmement familier, comme si on ne supportait plus l'altérité, en fait. Je trouve que c'est très dommageable pour les adultes qui se privent de ça, mais je trouve aussi que c'est très dommageable pour les enfants qui, du coup, n'interagissent pas avec des personnes qui sont par définition très différentes des personnes que sont leurs parents et qui ont des relations très singulières avec eux. Donc on les empêche au fond de frotter leur existence à l'existence d'autres personnes, et ça, de mon point de vue, c'est extrêmement appauvrissant. Je cite, cette tentative d'invisibilisation des enfants traduit une montée de l'individualisme, ce que vous dites d'ailleurs, Emmanuel Piquet, hein, une absence de volonté de vivre avec l'autre et d'empathie. C'est la professeure des universités en philosophie et sciences de l'éducation, Edwige Chiroutier, qui le dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là, Edith Marouet-Jules? Oui, et je pense que d'ailleurs on peut faire une analyse aussi comparable à l'aménagement de l'espace public. Par exemple, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est la prise en compte du besoin des enfants ou du sujet des enfants en tant que tel, avec les parcs de jeux, des grandes revendications aussi d'espace à jouer, mais qui sont paradoxalement serrés, c'est-à-dire enfermés, prescriptifs, par âge en plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus d'intergénération, c'est-à-dire du peuple des enfants dans l'espace de rue. Ça, c'est une vraie question aussi. Et en même temps, ils peuvent être là, mais ils ne doivent pas perturber l'espace des hommes, l'espace adulte. C'est quand même quelque chose, moi aussi, que je trouve extrêmement préoccupant. Ça, et je rejoins aussi ce qui a été dit sur la capacité de coveillance du monde adulte, du monde des enfants, c'est-à-dire qu'il y a aussi une prescription de surveillance du parent, en particulier de la mère. D'ailleurs, on l'a entendu dans tous les discours qui ont été prononcés aussi au niveau national ces derniers temps sur la question de la prise en charge des mineurs. Et je pense qu'on doit s'interroger sur la capacité sociétale aussi à coveiller les enfants, à pas faire porter la responsabilité tout le temps sur le parent présent, mais bien sur une communauté adulte qui va aussi prendre en charge cette mixité intergénérationnelle. C'est aussi une question qu'on voit à l'espace public. Donc c'est à la fois un repli sur soi, mais aussi, je suis d'accord, un repli sur la question d'un monde humain, d'un monde qui se parle. Un monde qui se parle, effectivement. Si on parle tout simplement des territoires, est-ce qu'il y a une vraie différence entre la ville, l'urbanisme vraiment très urbain, et les grandes, évidemment la capitale Paris, et puis les grandes villes de France, et aussi les territoires plus ruraux où on donne plus de place effectivement aux enfants, où c'est quelque chose qu'il faut repenser entièrement, l'urbanisme aussi, pour la famille et les individualités? Enfin oui, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut totalement repenser. En fait, il faut repenser la manière dont on veut concevoir le dehors comme un espace sociétal et non pas comme un espace qui répond à un certain besoin d'une certaine population, qui ne travaille pas la question effectivement de la mixité intergénérationnelle. Je l'ai dit, il y a des choses très subtiles comme par exemple la question encore aujourd'hui de la réticence à aménager l'espace public avec des toilettes. Vous voyez, par exemple, c'est vraiment une question aussi pour les enfants.
Hein. Rester sur l'espace public plus de 2 heures, ça pose la question de pouvoir aller aux toilettes pour les femmes, pour les enfants, pour les personnes porteuses de handicap ou pour les personnes âgées, par exemple. En fait, cette non-mixité, elle montre aussi beaucoup de ségrégation d'espace, j'allais dire, à la fois par âge, par sexe. Donc, il est urgent, effectivement, de reconcevoir le dehors comme un espace à jouer, collectif, un espace à être, à faire société, à discuter, par exemple, et à partager aussi, j'allais dire, la prise en charge des enfants, finalement, par le monde adulte. Cette complexité que vous décrivez très très bien, d'ailleurs, hein, de pouvoir avoir des enfants dans l'espace public, à savoir rester longtemps, se balader, se promener, jouer à l'extérieur sans avoir d'accès, effectivement, aux toilettes, ou même tout simplement des jeux à hauteur d'enfants, suffisamment de parcs. Est-ce que vous pensez que finalement la volonté de certaines mairies de créer des villes à hauteur d'enfants serait une solution? Édith Marjuls. Oui, enfin, je pense que l'enfance, c'est aussi, le moment où on traverse et pour lequel on grandit aussi. C'est un passage de la question humaine. Donc, c'est à la fois à hauteur d'enfant, mais aussi à hauteur peut-être des plus fragiles. Peut-être ces questions de vulnérabilité sociale aussi, elles sont intéressantes à travailler. Voilà, parce que finalement, la question de l'enfance, c'est la question de la bienveillance, de prendre soin de l'autre, de faire attention. C'est ça l'enfance. Et il y a probablement tout un peuple aussi qui se reconnaît, ou des tas d'êtres humains qui sont aussi dans ces conditions-là. Donc c'est ça qui est intéressant à prendre en compte, en tout cas à réinterroger, au lieu plutôt de mettre en scène la force, je pense, ne serait-ce que par exemple sur l'équipement sportif à l'espace public, qui met en scène plutôt la force des plus forts, et que peut-être on a autre chose à jouer effectivement dans la relation et dans le travail de ce sol, en fait, de marcher, de parcourir ensemble l'espace. Emmanuel Piquet, quand on voit effectivement cette galère, entre guillemets, d'avoir des enfants dans l'espace public, est-ce que cela peut jouer sur le désir de parentalité, selon vous ? Je ne sais pas. Ce que je crois en revanche, c'est que ça crée un gros problème, de mon point de vue assez global, c'est que c'est encore une façon de culpabiliser les parents, comme je le disais au départ. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les personnes qui sont le plus stigmatisées dans cette espèce de refus des enfants dans l'espace public, ce sont les parents des jeunes enfants, à qui on dit en substance qu'au fond, ils sont incapables de gérer leurs enfants. Et c'est comme si ces parents de jeunes enfants, en tout cas qui sont souvent jeunes, mais pas forcément, ils ont en fait 2 juges internes en permanence. Un juge qu'on pourrait qualifier de juge bienveillant et positif, qui est là à leur dire qu'il faut impérativement qu'il soit le plus respectueux, positif, bienveillant et tout ça, et ce qui est, je le redis, est très bien. Et de l'autre côté, un juge un peu plus cadrant, un peu plus exigeant sur un certain nombre de respect des choses, un peu autoritaire, et au fond, ils sont en permanence écartelés entre ces 2 juges, et ils n'arrivent pas, au fond, dans l'espace public, à sortir de ce jugement, puisque ce jugement-là, il se retrouve dans le regard, dans les yeux des autres adultes. Enfin, je veux dire, le regard de certains adultes quand une maman rentre avec son bébé dans le TGV, c'est quelque chose d'affligeant. Enfin, je dirais. Donc, effectivement, l'enfant n'est pas le bienvenu, mais c'est aussi le parent qui n'est pas le bienvenu. Et donc, je pense que vous avez raison de poser cette question-là. Je n'ai pas de données sur le sujet, mais je pense qu'en effet, ça ne donne pas envie de parentalité, en tout cas pas de parentalité de jeunes enfants. Il faudrait les adopter vers 16 ans, quand ils ont le droit d'aller donc dans les hôtels et les restaurants. Et encore, si on dit petit enfant, petit problème, grand enfant, grand problème, on ne sait pas si on y arrivera encore. Mais bon, pour revenir, parce que c'est plus une plaisanterie qu'autre chose, pour revenir à ce que vous disiez sur l'injonction paradoxale, en tout cas contradictoire, si on pousse vraiment un peu plus loin cette idée-là, c'est vrai que quand on voit à l'école le retour de l'uniforme, le retour à ce qu'on dit de l'autorité, finalement, dans l'espace à la fois public et aussi scolaire, vraiment, et à l'inverse, cette nécessité, en tout cas ce besoin, selon Emmanuel Macron, de réarmement démographique, est-ce qu'on n'est pas là aussi dans une injonction totalement contradictoire ? En tout cas, ça vient jouer sur la contradiction, c'est-à-dire que, encore une fois, moi, j'ai aucun problème avec aucune de ces deux voies d'une certaine façon, enfin, en tout cas, pas a priori. Ce qui me semble compliqué, c'est de vouloir répondre aux deux de façon positive, parce que si on répond à l'un, on répond pas à l'autre, et réciproquement. Et je crois que ça plonge les parents dans un espèce de tourbillon extrêmement à la fois culpabilisant, déprimant, voilà, et qui fait que ça, évidemment,
un effet sur les enfants eux-mêmes. Ça fait des parents qui, comme ils ne savent plus vraiment à quel sens se vouer, ne sont pas ces adultes qui, non pas sont autoritaires, mais qui font autorité. Parce que c'est ça, en fait, être un adulte qui, à un moment donné, aide l'enfant à se développer, c'est d'être un parent qui fait autorité. Et quand on est submergé par des injonctions contradictoires, on ne peut pas être cet adulte-là. En tout cas, c'est très difficile. Alors, vous parlez aussi, effectivement, à la fois de ces parents qui se sentent coupables, finalement, d'avoir des enfants et qui, vous le disiez, arrivent dans le train avec une poussette et on les dévisage. Mais il y a aussi les autres qui se sentent coupables de ne pas avoir d'enfants, coupables, justement, de préférer les hôtels adults only, donc sans enfants, et même ces compagnies aériennes. Je ne savais pas, c'est en enquêtant sur ce sujet que je me suis rendu compte que ça existait, des vols sans enfants ou une partie de l'avion réservée aux adultes seulement. Parlons d'eux. Est-ce que aussi c'est une sorte de miroir qui est posé face à ces personnes qui culpabilisent cette situation, selon vous, Emmanuel Piquet? Alors moi, je ne les sens pas tellement coupables, je les sens plutôt agacés, en fait, si on doit parler de leurs émotions, vite agacés, en fait, d'une certaine façon. Mais ce que je trouve surtout, enfin, c'est ce que disait Edith tout à l'heure, c'est que je trouve qu'ils se privent de quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'ils se privent de faire société et ils privent les enfants de faire société aussi avec des adultes qui ne seront pas forcément aussi positifs, bienveillants, etc. que leurs parents, ce qui est un apprentissage absolument nécessaire parce que les enfants ne vont pas être entourés que de gens qui les adoreront, sinon ce serait un peu ennuyeux en plus. Mais donc du coup je trouve qu'on se prive surtout de faire société et que ces adultes ne se rendent pas compte que ça leur ferme des portes, en fait, ça leur ferme des expériences relationnelles qui peuvent être extrêmement enrichissantes. Edith Marouejos, est-ce que vous rejoignez le propos d'Emmanuel Piquet? Est-ce que selon vous, oui, on a du mal à comprendre finalement les gens qui décident de choisir des lieux sans enfants? Alors, en tout cas, il faut aussi regarder qui choisit des lieux sans enfants. Je veux dire, la question, elle est probablement plus complexe que ça. C'est-à-dire que même en tant que mère ou en tant que parent, on peut avoir aussi des moments où on veut se retrouver soi. Et c'est très important d'ailleurs. C'est quand même une question qui est posée beaucoup aux femmes, qui articulent les temps sociaux, qui ont les charges domestiques, les charges parentales, etc. C'est quels sont leurs moments pour elles. Se retrouver sans enfant dans son groupe de pairs, de son âge à soi aussi, pour discuter, décharger, avoir des conversations, se lâcher, je sais pas. Donc ça, c'est aussi intéressant. En miroir, ce que vous dites aussi, c'est pas parce qu'on ne veut pas d'enfants qu'on n'aime pas les enfants. Je veux dire, il y a des tas de témoignages aussi de femmes justement qui racontent leur statut de tata, ces femmes aussi qui s'investissent dans des métiers d'enseignante, etc. et qui pourtant ne veulent pas d'enfants pour elles. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'à un moment donné, le stress, il est provoqué aussi par une question sociétale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de manière globale, collective, des enfants. C'est pas que la question de la parentalité, c'est aussi comment on fait des lieux d'accueil dans une mairie, comment on leur laisse la place aussi pour qu'ils soient entre eux, comment on conçoit qu'ils soient dans l'espace pour que ça soit moins stressant, effectivement, en charge individuelle pour le parent, et encore une fois, j'insiste, qui est souvent la mère, voilà, parce que cette question-là, elle est aussi de la reléguer à elle, de lui faire encore porter une autre culpabilité, c'est-à-dire tu ne sais pas élever tes enfants, ce qui est quand même assez pénible, déjà qu'il y a beaucoup de relégation des femmes à l'espace public. Donc la vraie question, elle est, qu'est-ce qu'on fait finalement des enfants, nous collectivement, dans l'espace public. Alors tu ne sais pas élever les enfants, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, c'est très important, c'est sur l'éducation effectivement, et c'est un vecteur de genre. Vous avez raison, Edith Marouejos, de relever cette information, et j'aimerais bien votre sentiment là-dessus. Est-ce que justement ça joue beaucoup sur cette nouvelle génération, alors la génération aujourd'hui des 20-25, mais aussi à l'avenir, par rapport aux liens qu'ils auront avec les enfants et l'espace public? Edith? J'espère. Après, vous savez, c'est compliqué. Le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes montre quand même que les jeunes femmes, à 47%, pensent que ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles soient mères, quoi. Donc, ou que leur statut, j'allais dire légitime, c'est d'être mère. Donc, tout ça, c'est des questions qu'il faut débattre ensemble. Et je pense que par rapport à ce que vous posiez aussi comme question, la question du réarmement démographique, qui, franchement, pour moi, est un terme qui est très violent. Je préfère le dire, c'est la question de pourquoi
En fait, aujourd'hui, les femmes et les jeunes couples, mais en particulier les femmes, font moins d'enfants, quoi. Et c'est certainement pas dû au renoncement de cette relation-là. C'est peut-être aussi d'autres choses qu'il faut mettre en place. Voilà, vous avez par exemple un bouquin qui est hyper intéressant qui s'appelle Une ville féministe, dans lequel elle explique, c'est une Canadienne qui a écrit ce bouquin et elle explique que quand elle est devenue mère, tout était impossible à l'espace public. Vous pensez rien que le métro avec les poussettes, elle explique le nombre de mortes qu'il y a eu, en fait, des accidents qu'il y a dans le métro avec la poussette, prendre les transports en commun, comment la ville finalement est hostile aussi encore une fois à la vulnérabilité des enfants et donc des mères. Voilà. Ne serait-ce que l'hostilité du coût de la vie. Une réaction, Emmanuel Piquet, à ce qui venait de dire. Oui, moi je pense que, enfin, dans ce que j'entends, en tout cas moi en consultation, je n'en fais pas une loi, mais ce que j'entends, c'est plutôt une grosse angoisse par rapport à l'avenir. Et en effet, si on le lit aux enfants, moi ce que j'entends beaucoup, c'est j'ai la sensation que si je fais un enfant aujourd'hui, il finira pas sa vie, en fait, comme nous on va la finir, c'est sûr et certain, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose de global qui le fera disparaître. Et ça empêche vraiment un certain nombre de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs de faire des enfants. Donc je pense qu'en effet il y a plusieurs raisons. Et moi ce que je constate simplement, moi qui suis une vieille personne qui donc a des enfants très très adultes aujourd'hui, c'est que moi l'injonction qui m'était faite sur un plan, j'entends, éducationnel quand j'étais mère, c'était en gros d'être un peu valorisante quoi par rapport à ce qui se faisait dans les années 50. Aujourd'hui encore une fois je trouve que on est en permanence en train d'expliquer aux parents qui doivent vraiment être absolument parfaits, complémentaires, faire tout ce qu'il faut sous peine d'opprobre généralisé et en effet sociétal. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été sur le Grand JT. Je rappelle donc que Emmanuel Piquet, vous êtes thérapeute et essayiste. Vous avez écrit un livre qui va apparaître, qui s'appelle « Te laisse pas faire », aider son enfant face au harcèlement à l'école. Édition, je crois que c'est Payot, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup d'avoir été là. Ainsi que Edith Marmé-Jules, merci aussi. Vous êtes géographe. Merci d'avoir été avec nous dans le Grand JT pour parler justement de cette alors, nouvelle tendance. On ne sait pas, certains y vont, voilà, mais en tout cas, cette tendance à vouloir invisibiliser les enfants dans l'espace public. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite. De retour dans le Grand JT, je suis avec Nicolas Savary. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau sur le plateau du Grand JT. Vous êtes directeur de l'ANEFA, qui est l'Agence nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture, ainsi que Aurore Paillard qui est avec nous par Skype. Bonjour Aurore. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agricultrice près de Chalon-sur-Saône, donc en Saône-et-Loire, depuis 2016. Vous travaillez sur les grandes cultures et aussi la production de safran. J'ai lu ça, ça démarre il n'y a pas si longtemps. Ça donne envie de venir chez vous goûter tout ça. On ne va pas refaire ensemble le grand débat sur l'agriculture, mais il s'agit quand même de comprendre ici sur School TV les enjeux évidemment de l'agriculture, des jeunes agriculteurs de manière générale et de la formation. J'aimerais quand même qu'on puisse, on a peu de temps, mais qu'on puisse comprendre l'enjeu réel qui se pose aujourd'hui, à la fois sur les pesticides, sur les demandes explicites des agriculteurs. Nicolas Savary, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots la vraie situation qui se pose aujourd'hui et la complexité de ce monde des agriculteurs, puisqu'il n'y a pas une agriculture, mais 1000. Exactement. Alors, les revendications sont effectivement multiples, en tout cas dans les dernières manifestations qu'on a pu connaître en France, notamment une volonté de simplifier aussi en matière de contrôle. Sur le plan éco-phyto, c'est de faire en sorte que pour nourrir la population mondiale, il faut laisser du temps au temps. Ça ne peut pas se faire effectivement en un claquement de doigts. Et puis une revendication également en termes
de revenus pour permettre à chaque agriculteur de pouvoir vivre de son travail dignement. Et c'est effectivement ce que tout le monde souhaite pour qu'on puisse continuer à nourrir le monde. Ce qui paraît être la base quand même, de pouvoir vivre de son travail et de pouvoir vivre dignement. Aurore Paillard, je le disais, je crois que c'est assez récent le fait que vous ayez récupéré la société, si je puis dire, de votre papa, je crois, en Saône-et-Loire. Comment ça s'est passé pour vous, le fait effectivement de vous récupérer donc, cette exploitation agricole? Est-ce que c'est déjà compliqué en tant que jeune agricultrice? En tant que femme? Aussi, oui. En tant que jeune agricultrice et femme. Les deux. Moi, j'ai repris en étant seule sur l'exploitation, donc sans forcément d'aide de la part de mon père qui n'était plus là. Personnellement, moi, j'ai comme été bien soutenue par les techniciens, par exemple par ma coopérative, ou en gros plus des OPA qui m'ont soutenu dans ma démarche. Après, on a toujours des personnes qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, on va dire, pour s'installer. Ah, alors ça, ce sont d'autres problèmes, effectivement, que l'on rencontre dans tous les domaines, malheureusement. Mais là, il s'agit vraiment de parler des exploitations. Quand on voit, effectivement, les manifestations qu'il y a eu dans toutes les régions de France, et notamment à Paris, avec ces tracteurs qui sont arrivés, le salon de l'agriculture qui continue d'être compliqué, et puis, évidemment, l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a été très chahuté. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que comme ça que, finalement, le gouvernement peut bouger, en tout cas, comprendre ce ras-le-bol? Aurore Paillard. Peut-être qu'on en est arrivé à un point aussi où les agriculteurs il y a quelques années déjà où le ras-le-bol se faisait sentir. Après, je pense que c'était la bonne occasion aussi de montrer que l'agriculture a encore un fort pouvoir sur le territoire et qu'on est nombreux encore à activer les choses, autant syndicales que non syndicales d'ailleurs. Après, on est arrivé là, est-ce que c'était nécessaire? Ça, je n'aurais pas la réponse, mais en tout cas, on voit aujourd'hui que les choses bougent, notamment suite à samedi, aux tensions qu'on a pu apercevoir au salon. Certes, il y a eu des tensions, mais après, c'est derrière nous maintenant, et maintenant, on attend des avancées concrètes de la part du gouvernement. Qu'en est-il de la PAC exactement et de l'Europe? Est-ce que l'influence est trop importante? Est-ce qu'elle est positive finalement pour l'agriculture? Nicolas Savary, encore une fois, c'est une question qui est un peu dure à poser avec une réponse qui doit se faire en quelques secondes. Mais est-ce que c'est positif ou est-ce que véritablement on est dans un défi par rapport à l'Europe aujourd'hui? Après, je suis pas spécialiste de ces questions. La NEFA est sur le sujet de l'emploi et de la formation. De ce que je peux en comprendre de par les échanges que je peux avoir avec des agriculteurs, quel que soit leur système leur filière de production, il semblerait que l'Europe est plutôt positive en tout cas pour les agriculteurs. Le fait qu'il y ait effectivement une politique agricole commune qui permette effectivement aux agriculteurs de pouvoir bénéficier de subventions. Dans un monde idéal, l'idée ce serait d'avoir moins peut-être de subventions et de payer au juste prix le prix des produits agricoles. Oui, c'est ce que vous ressentez aussi, Aurore Paillard. C'est le défi systématique de la concurrence qui se pose aussi. Oui, entre autres, on entend parler souvent des clauses miroirs. Oui. Donc c'est une forte demande de la part des agriculteurs, notamment par rapport aux normes qui sont totalement décalées, on va dire, par rapport aux autres pays de l'Europe. Donc il faut savoir que la France a quand même les normes les plus drastiques, on va dire, et on ne peut pas forcément s'aligner après aux produits qui rentrent sur notre territoire. Donc moi, notamment, par exemple, sur la partie grande culture, c'est vrai que ça peut faire vite un fossé de tarifs, notamment. Et aussi, ça laisse peu de choix aux consommateurs, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur les produits, on n'a pas l'étiquetage forcément des produits et de l'origine des produits.
Alors toute crise a forcément du bon et notamment celle de mettre en lumière une filière qu'on connaît peu ou pas assez en tout cas et qui est une filière hyper importante bien sûr. Quelles sont les mesures concrètes que l'ANEFA met en œuvre justement pour accompagner à la fois en termes de formation, d'accompagnement et surtout d'accès aux aides financières les agriculteurs, alors ceux qui démarrent mais aussi ceux qui sont là depuis longtemps? Alors, on n'est pas légitime, c'est pas notre vocation première que d'aider, de verser des aides financières aux agriculteurs et de la même manière aussi pour les salariés. En revanche, l'ANEFA est là pour accompagner les futurs candidats à l'emploi qui souhaiteraient rejoindre la filière agricole, les accompagner dans la rédaction d'un CV pour mettre en valeur effectivement leur savoir-faire, leurs compétences que ces personnes-là ont pu acquérir lors d'expériences passées, les accompagner dans la mise en relation entre l'offre et la demande d'emploi, donc auprès d'employeurs d'employeurs agricoles qui sont en recherche de personnes, de personnel. Dieu sait qu'aujourd'hui, les besoins en main d'œuvre sont très importants dans la filière. Ne serait-ce que sur l'année 2022, près de 30% des postes au sein de l'ANEFA n'ont pas été pourvus, donc ça représente à peu près une volumétrie de 15 000 postes. Donc voilà le rôle. Et comment vous expliquez ça justement qu'ils n'ont pas été pourvus ces postes-là? Parce que justement pas assez d'argent, parce que quoi? Non, pas forcément parce que pas assez d'argent, parce que tout simplement il y a une pénurie de candidats comme d'autres filières, notamment les métiers manuels. Donc c'est au rôle. Pénurie de candidats, pourquoi? Parce que ce métier n'est pas attractif? Parce que quoi? En tout cas, il n'est pas suffisamment aujourd'hui attractif auprès des jeunes générations. Aussi parce qu'elles n'ont pas, ces jeunes générations, une connaissance aussi précise et exhaustive de l'ensemble des métiers de la filière. On dénombre à peu près une centaine de métiers dans toutes les filières. Que c'est une filière qui est de plus en plus technique, qui fait de plus en plus appel à la technologie. Tous ces éléments-là méritent d'être davantage connus et auprès des jeunes générations. Donc on essaye comme on peut au sein de l'ANEFA d'ouvrir les portes des collèges généraux. On y arrive tant bien que mal. Dans certains territoires, c'est plus facile que dans d'autres. Mais voilà, c'est le rôle de l'ANEFA. Quel territoire, par exemple, est plus facile que d'autres? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des territoires qui sont plus amenés vers l'innovation, qui vont vers l'innovation plus facilement? Non, pas forcément, parce que l'innovation, elle est sur tous les territoires. Mais selon, effectivement, les académies, les rectorats, il est plus facile d'ouvrir certaines portes de collèges généraux ou technologiques. Mais en tout cas, la filière se spécialise, on fait de plus en plus appel aux nouvelles technologies, à de nouvelles techniques. Il y a aussi l'enjeu de la préservation des ressources, en eau notamment, la décarbonation, la méthanisation. C'est tous ces sujets qui ne sont pas forcément si bien maîtrisés ou connus des jeunes générations, mais pas que d'ailleurs. Hein. Je cite depuis tout à l'heure les jeunes générations, mais pas que. Hein, aussi le français. Je pense que beaucoup de Français ont découvert véritablement les problèmes des agriculteurs en fait ces dernières semaines. Très clairement, ils ne se rendaient pas compte de la situation. Donc ces formations seraient bonnes pour tous. Mais est-ce que vous avez eu accès justement à ces formations-là, Aurore Paillard? Alors moi, pas directement, il ne me semble pas directement par l'ANEFA, mais moi, en étant chez Jeunes Agriculteurs, on a un énorme panel de formations, autant techniques que assez diverses comme la communication au grand public, savoir communiquer avec les personnes qu'on a en face. Et pour moi, c'est primordial de se former en fait tout au long de sa carrière, pas seulement quand on est jeune. Et aussi, j'aime à dire que ces formations, elles permettent de faire évoluer notre outil, donc notre entreprise. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres domaines que l'agricole, mais clairement, une structure agricole, elle peut évoluer en permanence. Cette évolution permanente dont on parle, effectivement, qui nécessite une formation, comment on fait pour pouvoir à la fois attirer les agriculteurs en question sur leur temps, puisqu'ils le disent eux-mêmes, hein, ils n'ont le temps de rien, ils n'ont même pas le temps de profiter de leur famille, de leurs enfants, ils travaillent 7 jours sur 7, enfin, ça semble extrêmement compliqué, peut-être pas pour tous, mais enfin pour la plupart. Comment faire pour les attirer et en même temps aussi pour les aider à soutenir financièrement cette formation? Alors aujourd'hui, il y a quand même plusieurs types de formats de formation qui se sont développés depuis plusieurs années, notamment la FOAD, la formation ouverte et à distance, donc des formations concrètement en distanciel, ces formations distancielles qui peuvent être aussi mixées par du présentiel.
de plus en plus de formations qui ne se tiennent pas forcément sur une journée, mais sur des demi-journées, justement pour permettre plus facilement à l'actif agricole de manière générale de se rendre disponible pour les formations. Donc voilà, sur le volet formation continue, et après sur le volet formation initiale, l'appareil de formation dans la filière agricole est très poussé. Tous les niveaux de formation sont couverts. Et puis souligner le fait que lorsqu'on entre dans un établissement d'enseignement agricole, on est plutôt bien formé puisque le taux de réussite est relativement important, on dépasse les 90%, et souligner également le fait que le taux d'insertion est lui aussi très important, on dépasse les 80%. C'est une vraie vocation finalement. Tous ceux qui viennent dans ce secteur-là, a priori, sont déjà décidés, volontaires. C'est pas comme si on allait faire d'autres études plus généralistes où on se dit bon, je verrai plus tard finalement vers quel métier je m'oriente. On dit souvent que c'est des métiers passion, et ça se vérifie au final, parce que voilà, faut aimer l'animal, ou faut aimer le végétal, faut aimer travailler dehors. C'est des conditions particulières qui ne peuvent pas convenir à tout le monde. Donc effectivement, c'est des métiers passion qui ont du sens, qui apportent à autrui. Donc c'est important pour l'ANEFA en tout cas de continuer à promouvoir les métiers, même si c'est pas toujours facile, et encore plus par rapport à ce qu'on a connu ces dernières semaines. Alors justement, Aurore Paillard, comment vous faites avec vos camarades aussi? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous évoquez cette filière qui est difficile aujourd'hui, certes, mais qui, j'imagine, vous apporte aussi beaucoup de choses positives? C'est-à-dire que c'est aussi un émerveillement, probablement, peut-être pas quotidien, mais fréquent, et un métier que vous revendiquez, en tout cas que vous souhaitez, vous encouragez pour vos proches? Moi, je me permets juste de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, comme quoi c'est un métier passion et qu'on est censé avoir envie de le faire depuis tout petit. Moi, personnellement, c'était pas du tout mon cas. J'ai fait un bac généraliste, justement, avant. Et c'est venu plutôt, plus tard, à 23, 24 ans. Et donc, pas forcément de blocage sur ce... Il faut pas forcément se bloquer sur le fait qu'on ne soit pas issu du milieu, notamment. Après, par rapport à l'ensemble des agriculteurs, je ne me positionne pas spécialement. Voilà, on a chacun notre ressenti sur ça. Pas de bâton dans les roues quand vous avez démarré, justement, Aurore Paillard? C'était pas compliqué au départ? Compliqué, non. Après, apprendre sur le tas, c'est faisable. Il faut juste savoir s'entourer. Voilà. Oui. Non, juste rebondir sur les propos d'Aurore lorsque j'évoquais de métier passion. La passion peut venir à tout âge. Hein. Je parlais pas forcément que des jeunes générations et des jeunes en l'occurrence, puisque on se rend compte que depuis plusieurs années et Covid oblige, plus en plus de personnes se posent des questions sur ce qu'ils font au quotidien, et s'il y a bien un métier qui rend les choses réelles, matérielles, c'est notamment la filière agricole. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le Grand JT, à la fois de loin mais si proche quand même. Aurore Paillard, merci. Vous êtes agricultrice en Saône-et-Loire depuis 2016 sur les grandes cultures. On le disait, blé, maïs, orge, redites-moi. Je suis perdue. Blé, orge, colza, maïs, soja, tournesol. Voilà, et le safran. Depuis quelques temps. Nicolas Savary, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur de l'ANEFA, qui est l'Agence nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture. Merci à tous les deux et plein de bonnes choses à tous les agriculteurs qui nous écoutent aujourd'hui. Merci, qui nous regardent même. Merci à vous. Allez, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier, et cette semaine, son invitée est la chanteuse et musicienne Maëva Fischer. Bon, tu es auteure-compositrice, on l'a déjà dit, tu es interprète aussi, tu es aussi médecin. Est-ce que la médecine, c'était une vocation? Oui, c'est une vocation. J'ai toujours adoré les sciences. J'ai toujours aimé tout ce qui était maths, sciences, biologie. Dès que j'ai commencé la biologie, j'étais vraiment passionnée. Et c'est vrai que dès que j'allais chez les médecins, j'étais subjuguée par ce métier. Déjà, je trouvais que, je sais pas, je les admirais. Je me disais, ils sont là, ils sont bien dans leur cabinet. Je rêvais d'avoir mon cabinet, en fait. Et j'ai toujours voulu aider les gens. J'ai vraiment ce truc en moi de vouloir aider. Alors, je sais pas si c'est un problème d'avoir ça, peut-être, de vouloir être le sauveur. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire ça. C'est une vraie passion. On le sait, les études de médecine font partie des études les plus difficiles. Comment tu les as vécues, toi? Je les ai bien vécues. Je garde un très bon souvenir. J'ai eu
J'ai eu je les ai bien vécues. Sur le moment, il y a eu bien sûr des phases très difficiles. Il y a plusieurs concours dans les études de médecine. Ce qui est très difficile avec les concours, c'est que le résultat ne dépend pas que de soi, il dépend aussi des autres. Donc on a tendance à regarder les autres et il ne faut pas regarder les autres. Surtout qu'en fait, ceux qui en montent le plus, c'est pas ceux qui en savent le plus, c'est pas ceux qui arrivent les mieux classés. Mais en tout cas, c'est une période où il faut énormément travailler et faire beaucoup de sacrifices sociaux, humains, sociaux. C'est-à-dire qu'il faut dire au revoir à ses amis, concrètement, pendant plusieurs années, puisque il n'y a pas de soirée, le samedi soir, ça se résume. Pendant combien d'années, toi, tu t'es isolée socialement? Alors, la première année de médecine, je me suis complètement isolée. Et la 6e année, qui est le moment où on prépare le concours de l'internat, l'année du concours de l'internat, je me suis isolée, mais en vérité, je me suis isolée déjà un petit peu avant, parce que ça se prépare sur plusieurs années. Mais j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai rencontré mon mari, en fait, quand j'étais en terminale. Au moment où je voulais faire des études de médecine, j'ai un ami de ma mère qui me dit écoute, va quand même faire un cours dans un amphithéâtre de médecine parce que l'ambiance est très particulière. Donc j'ai mon meilleur ami qui est en classe avec moi et qui me dit moi mon meilleur ami il est en médecine, si tu veux va faire un cours avec lui, il s'appelle Vincent. Donc du coup je contacte le Vincent pour aller faire un cours de médecine avec lui. Donc je vais faire un premier cours dans un amphithéâtre où effectivement l'ambiance était très particulière. Ouais, première année. Lui il était en première année, moi j'étais en terminale. Effectivement, l'ambiance est très particulière. Il y a des gens au fond qui jettent des avions et qui jettent des boulettes. Il y a des gens qui gueulent pendant tout le cours. Le prof fait un cours à une allure incroyable. Tout le monde a un dictaphone pour essayer d'entendre, de retenir ce qu'il raconte. Et puis à la fin du cours, le prof de biologie véridique projette un truc sur son rétroprojecteur. Et là, c'est une blague. Mais j'ose même pas dire ce que c'était. C'était une blague salace d'un pêcheur en train d'avoir un truc bizarre qui... Bref. Et donc là, je me dis, waouh, effectivement, c'est une sacrée ambiance. C'est le prof qui volontairement met ça? En fait, c'est une ambiance très particulière, la première année de médecine. Donc le prof est très sérieux pendant tout le cours. Et à la fin, comme c'est un ancien étudiant de médecine et qu'il est encore dans l'ambiance, il projette une blague dégoûtante. Et tout le monde rigole, et tout le monde jette des boulettes. Mais pendant ce truc-là, on sait qu'il y a l'ambiance du concours, en fait, Karine. Chacun essaie de détendre l'atmosphère comme il peut, mais voilà. Et donc finalement, ce Vincent avec qui je fais mon cours m'a appelé toute l'année en me disant il faut qu'on aille prendre un café, il faut qu'on aille prendre un café. Moi je me disais mais il est malade celui-là, il prépare sa première année de médecine et il m'invite à prendre un café, qu'est-ce qu'il y prend et tout. Et finalement c'est devenu mon mari. Et t'avais pas eu le coup de foudre? Alors au début, ce qui est drôle, c'est que j'ai pas eu le coup de foudre, mais il m'a couru après, mais par contre après, je suis tombée très vite amoureuse. Moi, je suis encore... Et du coup, vous avez fait vos études ensemble, en fait? Et en fait, on a fait nos études ensemble avec une année de décalage, mais on s'est beaucoup soutenus, on a beaucoup travaillé ensemble, et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. C'est pour ça que c'est ce que je conseille à chaque fois les étudiants en médecine. N'allez pas trouver votre mari en médecine, c'est pas obligatoire, mais trouver un bon copain, une bonne copine avec qui passer du temps. Un binôme, quoi. Ouais, un binôme, parce que ça permet de bosser ensemble, ça permet de faire les pauses déj, les pauses café, voilà, se soutenir. Et tu t'es spécialisée dans la radiologie et plus précisément dans le dépistage et le traitement du cancer du sein. Oui. Comment t'en es venue à choisir cette spécialisation ? Alors, quand j'ai commencé médecine, je savais que je voulais être médecin, mais je ne savais pas exactement quel type de médecin je voulais être. Donc, j'ai fait mes études. Très rapidement, j'ai compris que c'était vraiment vers la médecine que je me dirigeais et non pas vers la chirurgie, parce que, tu sais, il y a deux branches, médecine et chirurgie. Et après, en fait, j'ai fait mon internat... J'ai fait mon internat en radiologie parce que la radiologie me plaisait énormément et j'ai eu l'opportunité de faire un stage à l'Institut Curie qui est à Saint-Cloud avec une équipe qui est spécialisée en cancer du sein. Donc ça, c'était assez rapidement pendant mon cursus d'internat et j'ai adoré ça. En fait, j'ai été formée par une équipe extraordinaire qui fait quasiment que ça, avec des gens qui m'ont appris des choses qui m'ont servi. Je suis allée dans cette spécialité avec une énorme appréhension, c'est-à-dire que j'étais assez jeune à ce moment-là, je devais avoir 26 ans. Je me suis dit, c'est horrible, je vais aller bosser en cancer du sein, je vais voir des femmes malades, qui sont malades du sein en plus, ça touche à leur féminité, c'est une horreur, machin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Que les femmes que je voyais, elles étaient souvent guéries grâce au dépistage, grâce au traitement. Que c'était souvent, elles ressortaient très fortes de cette expérience, que c'était des vrais warriors. Et ça m'a donné envie de rester. Je me suis dit, en plus, j'ai l'opportunité d'avoir une excellente formation, donc faut y aller. J'allais te demander justement, qu'est-ce que tu pourrais dire
un petit message de prévention pour nos téléspectatrices, pour les inciter à se faire dépister. Oui, alors le meilleur message de prévention que je puisse vous donner, c'est surtout de faire votre dépistage, c'est-à-dire pour toutes les femmes qui n'ont pas spécialement d'antécédents, tous les 2 ans, à partir de 40 ans, faire une mammographie. C'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dépister soi-même, mais malheureusement, les choses qu'on dépiste soi-même, c'est souvent un petit peu tard. Il y a des choses qu'on peut dépister beaucoup plus précocement, avant même qu'il y ait un signe clinique. Et ça se voit vraiment à la mammographie. Et puis, voyez votre gynéco 1 fois par an, comme ça, il vous examine. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Maëva Fischer. À demain. Merci Malika et Maëva. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le ZAP. Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Nouvelle ministre, on attend forcément des nouvelles annonces. Bon, il n'y a pas eu des annonces fracassantes, mais il y a plutôt des confirmations. C'est la suite logique de ce qu'avait entrepris Gabriel Attal. Il y a un chiffre quand même, 1 enfant harcelé par classe. Nous, on a fait plusieurs émissions sur le harcèlement scolaire depuis 3 ans maintenant qu'il existe School TV. On a toujours entendu que c'était entre 2 et 3, ce qui est très conséquent, énorme. 1, c'est sous-estimé. Ouais, 1, c'est sous-estimé. Nous, on a une étude à l'association Marion L'a Main Tendue qui a été faite l'année dernière par l'Institut de sondage IFOP qui relève un chiffre, c'est 1 élève sur 5 victime de violences répétées. Et peut-être que justement, c'est l'importance de répéter la définition. Le harcèlement scolaire, ce sont des violences répétées qui peuvent être physiques, verbales ou psychologiques, qui sont répétées dans le temps. Donc dès le moment où en effet vous avez des violences qui sont répétées par une personne ou un groupe de personnes, parce qu'on parle de violences entre pairs, on est dans un cas de harcèlement scolaire. Donc peut-être qu'en effet le sondage, ou moins l'enquête qui a été menée par l'Éducation nationale, qui est anonyme, d'ailleurs on pourra y revenir sur cette question d'anonymisation de l'enquête, moi je trouve qu'elle n'est pas du tout à la hauteur et minimise au contraire ce que peuvent vivre les jeunes. Posez d'abord les termes. Est-ce que vous voudriez bien nous définir l'égalité des chances et la méritocratie, s'il vous plaît ? Oui, merci beaucoup. L'égalité des chances, c'est un principe qui consiste à faire en sorte que dans la République, c'est très important dans une société démocratique et dans une République, chaque élève, chaque jeune, chaque personne ait la même opportunité de participer à la compétition scolaire ou sur le marché du travail. Autrement dit, c'est de permettre à chacun de déployer ses talents et de partir avec un capital de départ qui fasse en sorte que chacun est légitime à participer à la compétition. C'est donc, et je pense qu'on y reviendra, très différent de l'égalité des places, différent de l'égalitarisme, mais je pense que ce sera un peu le sujet de notre discussion. La méritocratie, c'est par ailleurs aussi un concept qu'on retrouve très fortement ancré dans les républiques et les sociétés démocratiques depuis le XVIIIe siècle, qui est un concept idéal. C'est-à-dire que ça n'est pas un concept parfait, ça n'est pas une réalité parfaite, mais c'est un concept un objectif vers lequel on tend, qui fait en sorte que les individus sont récompensés, et c'est l'un des premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme, selon leur mérite, leur talent, les efforts qu'ils déploient. Et il y a plein de façons de mesurer ce talent, plein de façons de mesurer ce mérite, ce qui a lieu toujours à plein de débats, mais c'est l'un des principes fondamentaux de la mobilité sociale dans une société démocratique. Erwan, ça veut dire que les notions de méritocratie et d'égalité des chances que vous venez de nous expliquer, elles ne sont pas interprétées différemment, que ce soit en fonction de l'origine ou du contexte socio-économique dans lequel les gens habitent? Non, ce qui va changer, c'est la façon dont on parvient à l'égalité des chances. C'est-à-dire que l'égalité des chances nous dit que, comme je disais, chacun doit pouvoir participer à la compétition. Donc, elle implique que, effectivement, en termes peut-être de gestion des établissements scolaires ou d'allocation des moyens, on peut avoir une manière différente de gérer un établissement qui se trouve dans une ZEP, la façon dont ça s'appelle maintenant, ou dans un établissement UP du centre-ville. Autrement dit, elle considère que, en termes de moyens pour atteindre ces objectifs, elle considère qu'on peut différencier. Et ça, c'est profondément contradictoire avec la façon dont l'éducation nationale est conçue aujourd'hui en France, où, quel que soit l'établissement scolaire, la gestion de l'établissement est à peu près similaire, que vous soyez sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris ou dans un quartier difficile de banlieue. On a une uniformité de la gestion de l'établissement
C'était l'un des grands projets d'Emmanuel Macron de réaliser l'autonomie des établissements. Il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de débats. C'est des débats qui sont là depuis très longtemps en France et également à l'étranger. Mais pour autant, on ne voit pas encore ça poindre, puisqu'on continue de considérer que c'est l'égalité de fait qui doit prévaloir. L'égalité des chances, elle appelle une différenciation dans les politiques publiques. Les utopies encore vives, il y en a quelques-unes. Manu se retrouve à un moment à Auroville, en Inde. Vous y avez été en vrai à Auroville, parce que vous le décrivez. Alors racontez, parce que vous connaissez Auroville, vous? Non, c'est né en 68, Auroville. Oui, c'est né en 68. C'était une utopie qui a été montée donc, en Inde, dans le Tamil Nadu, par une femme qui s'appelait la mère, qui était française. Miral Fassa, elle se faisait appeler. Voilà, c'est un détail que vous n'avez pas. J'ai réalisé en plus. Et avec un homme qui s'appelait Sri Aurobindo, qui était un grand yogi. La légende dit même qu'il a réussi à arrêter lui-même les battements de son cœur et à choisir le moment de sa mort. Et ils ont monté donc ce lieu complètement utopique qui s'appelait Auroville, qui au départ était un champ de cailloux. Il y a des images de ça et des tas de gens sont venus et ont travaillé la terre et maintenant c'est un endroit donc avec ce qu'on appelle une green belt, donc vraiment c'est fou de se dire qu'il n'y avait rien. Une ceinture verte. C'est magnifique et au milieu des expériences de vie communautaire et alors en ce qui me concerne c'est un petit côté un peu trop mystique. Voilà, il y a quand même le matrimandir au milieu qui est une boule avec des espaces de méditation, des choses comme ça. Mais c'est très très beau, c'est très intéressant. Et il y a un espace vraiment communautaire pour le coup, parce qu'il y a je crois quelques milliers d'habitants, autant d'hommes que de femmes, à peu de choses près. Et c'est pas si facile de rentrer pour y vivre, il faut aussi... Oui, je crois qu'il y a un an voire deux même. On reste en périphérie, on montre qu'on est intéressé vraiment par la vie commune, que c'est pas juste on s'installe parce que c'est joli, quoi. C'est un projet de vie, un projet spirituel. Et c'est surtout un des rares lieux comme ça qui existe depuis autant d'années et qui n'a pas disparu, qui s'est pas... Voilà. Ça a été bouleversé par plein de moments compliqués, comme tout lieu commun, mais ils sont toujours là. Donc il reste quand même quelques utopies. Oui. Dieu merci, elle va bien, la petite Océane. Et c'est sa maman qui a découvert donc, dans sa chambre une lettre de suicide, alors qu'elle était partie en vacances. On la découvre à l'antenne, effectivement, avec des mots très forts, à couper le souffle. On imagine l'état de la maman qui s'est effectivement largement exprimée sur ces situations. Encore une fois, Dieu merci. Oui. Elle va bien. Et c'est vrai que ce qui est d'autant plus poignant, c'est qu'elle découvre cette lettre, cette maman, alors qu'elle pensait... Elle est au courant de cette situation. Elle a fait des démarches auprès de l'école, l'établissement. Et elle s'était dit, puisqu'elle a un dialogue totalement ouvert avec sa fille, que ça allait mieux. Et au final, elle découvre cette lettre. Oui, parce que justement, il y a ce côté chez les adolescents, mais chez les enfants en règle générale, de ne pas vouloir inquiéter les parents. On minimise, et puis au bout d'un moment, quand le harcèlement dure sur une certaine période, sur le long terme, on commence à se dire que peut-être que finalement, si on m'insulte, si on m'intimide, peut-être que je le mérite. Et c'est ce genre de réaction que les adolescents en viennent à intégrer, avec une estime de soi qui baisse. Et donc, finalement, on vient à banaliser la chose en se disant, je vais réussir à m'en sortir tout seul. La preuve que non, parce qu'on en vient à écrire des lettres de suicide. Entre rester H24 toute seule, je vous donne un extrait X, donc je vous ai enlevé le nom effectivement du prénom de l'élève qui se moque de moi et avoir que des bonnes notes, c'était trop. Si je me suis fait partir, dis-toi que je serais mieux là-haut au paradis sûrement. Waouh. Voilà. Oui, on a ce genre de mots et donc ça interpelle quand même sur les signes faibles, sur comment est-ce qu'on n'a pas réussi à le détecter, tout simplement parce que ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, la directrice de l'éducation nationale du département explique à la fin de beaucoup d'articles que la chef d'établissement prévoit de réitérer, de renouveler le programme de lutte contre le harcèlement scolaire dans lequel vous avez un protocole de détection, dans lequel vous avez des ambassadeurs, dans lequel vous avez des équipes ressources. Si elle explique qu'elle va le remettre en place et que jusqu'à présent, il n'y avait rien. Suite à la publication aussi du rapport PISA, vous savez, le 5 décembre dernier, qui indiquait une baisse historique du niveau des élèves de 15 ans en mathématiques, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait annoncé une série de mesures fortes pour redresser les performances du système éducatif français. Pour vous, vous l'avez indiqué dans l'une de vos dernières tribunes, Erwan, cette annonce s'inscrit en rupture, je vous cite, avec ce qui a été fait pendant des années avant, pendant lesquelles l'égalité prévalait contre tout. Je voudrais bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous en pensez. Oui, je pense que, disons que à ce stade, l'effet d'annonce était important. Les études PISA sont ces études de l'OCDE qui comparent les résultats de l'ensemble des
des élèves dans plusieurs dizaines de pays développés. Et ce qu'on voit depuis des années, c'est que le résultat des élèves français ne cesse de dégringoler. On a beau mettre toujours plus de moyens, les résultats sont de moins en moins présents. Donc le ministre, en l'espèce, quand il a fait, donc il est devenu Premier ministre depuis, quand il a fait ses annonces, s'est inscrit, je pense, dans la volonté d'un effet un peu choc, pour dire rien ne va plus, il faut changer. Cela étant, le fait qu'il ne soit plus ministre de l'Éducation nationale, que la nouvelle ministre probablement semble avoir une vision un peu différente, que le ministre de l'Éducation nationale ait à nouveau changé, ne me semble pas être un signe très optimiste sur le fait que cet électrochoc qui avait été annoncé soit suivi des faits. Donc au moment où les annonces étaient très intéressantes, il y a quelques semaines ou quelques mois après, j'ai pas l'impression que l'éducation soit devenue un sujet prioritaire pour le gouvernement aujourd'hui. Alors pour sa défense, ça n'était pas non plus des gouvernements précédents. Mais c'est d'ailleurs l'un des sujets, je pense que l'une des difficultés françaises, c'est que aucun responsable politique n'a réellement envie d'investir l'éducation aujourd'hui. Il n'y avait pas un responsable politique important qui ait une vision pour l'éducation, un projet pour l'éducation, et donc on n'a pas les réformes qui devraient être portées, qui ont été portées ailleurs en Europe, ne sont toujours pas en France. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Guillaume Buan pour les informations. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Sully Vanier. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.